Voilà, donc je vous reglisse. Logiquement, vous avez devant vous ce fameux objet de point de départ. Je vous disais, il s'agit d'une autre forme de réflexion posée par l'artiste néopop Bertrand Lavier, artiste français, qui nous place devant, c'est tout à fait juste, la réalité d'un objet, un objet qui est banal, que tout le monde reconnaît d'emblée, qui est effectivement un objet usuel. On le reconnaît et en même temps quelque chose le distingue de l'extincteur que chacun de nous pourrait rencontrer dans tel ou tel lieu à caractère public ou à caractère privé. Donc on peut rester, si vous voulez, dans cette idée que cet objet est détourné de sa fonction initiale par un élément qui le distingue. Donc Bertrand Lavier vient modifier quelque chose par rapport à la perception, je dirais, normale, habituelle, que nous aurions de cet extincteur. Ce qui peut dire que par là, Bertrand Lavier pose la question de la sculpture comme étant un objet avec une certaine problématique qui est évoquée. Ça suggère, en tout cas ça enclenche, une certaine forme de réflexion ou de discussion. Par rapport à l'échelle, par rapport à la taille, c'est la taille normale d'un extincteur parce qu'il s'agit réellement d'un extincteur qui est placé sur un socle. Donc on est bien dans une manière au départ assez conventionnelle. L'élément se présente en étant placé sur le socle lui-même. Vous retrouvez exactement les couleurs conformes de l'objet. C'est vrai que la lance est peut-être placée d'une façon un peu particulière, mais en soi, il n'y a pas véritablement d'intention, de volonté significative de la part de Bertrand Lavier. En tout cas, je ne l'ai jamais lu. Et la personne qui disait, c'est comme si cet extincteur avait pu être touché lui-même par la chaleur en imaginant que cette pellicule qui le recouvre, surtout au niveau de la surface rouge, elle est fondue, elle est abîmée, elle a été altérée par quelque chose, ce qui fait penser, est-ce que cet objet est fait en cire ou pas? Donc, Bertrand Lavier va décider, pour poser une distinction entre l'extincteur réel et l'extincteur qu'il présente comme un travail artistique, il va décider de le recouvrir d'une couche de matière avec une perception comme si la matière elle-même était appliquée, comme si vous aviez des traces, si vous voulez, on étire la matière, ce qui fait penser au principe pictural. Donc vous avez un objet tridimensionnel qui s'expose et sur lequel, en respectant les couleurs normales de l'objet, a été placée une pellicule de matière donnant la sensation donc de ce qui est fondamentalement une peinture, c'est-à-dire l'application de pigments sur une surface. Donc Bertrand Lavier, de cette manière-là, nous précise, soit on est du côté de la peinture, soit on est du côté de la sculpture. Je veux dire, c'est difficile d'échapper à ces deux modes d'action artistique aujourd'hui. Il est présenté de manière à ce que l'aspect pictural soit lu comme quelque chose d'assez grossier, présenté sur un socle, le socle lui-même étant au départ une des conditions à travers lesquelles un élément est aussi isolé d'un contexte utilitaire et se donne à voir comme tel. Donc, voilà, ce travail de Bertrand Lavier s'appelle Cycli NC2. C'est la référence que vous avez inscrite sur l'extincteur lui-même. Donc, il précise bien, c'est l'extincteur, plus une couche picturale acrylique. C'est un travail qui a été élaboré en 1985. Donc, ce qui apparaît, c'est qu'on est en droit de se poser la question. C'est un peu particulier de se retrouver face à cette proposition qui ne semble pas très différente en tant qu'objet artistique de l'objet lui-même. Si vous voulez, les frontières, je vous l'ai déjà indiqué, je crois, sont très faibles, sont très ténues entre un objet usuel, un objet dans son usage le plus commun,
Et puis, que subit-il? Comment est-il, entre guillemets, transformé pour, à un moment donné, devenir, étant ce même objet, susceptible de parler d'une démarche artistique? C'est ça, l'intention, si vous voulez, de Bertrand Lavier. Qu'est-ce qui fait que cet objet, à un moment donné, va glisser de l'espace où il est utilisé, où il répond à la fonction de pouvoir éteindre un incendie, et de glisser de cet espace-là pour rejoindre une proposition artistique. Donc, vous êtes dans un travail qui existe en quantité d'exemplaires, sauf que celui-ci a une particularité, c'est la couche d'acrylique qui est ajoutée dans le respect des couleurs à l'objet lui-même. Si vous voulez, Bertrand Lavier fait référence dans cette manière d'agir, il re-questionne ce qui a été déployé par Marcel Duchamp, de nouveau, très très tôt dans le XXe. Vous le savez, les fameux objets tout faits, les ready-made, hein, les objets qui provenaient du monde industriel et qui étaient détournés, où il y avait simplement soit une date, il y avait une signature, ou il y avait un dispositif. Donc, l'objet était placé autrement dans l'espace et posé sur un socle. Si vous voulez, Bertrand Lavier re-questionne, néo-pop, reprend dans les années 80 une attitude déjà existante au début du XXe, par laquelle Marcel Duchamp s'était complètement dissocié de la notion traditionnelle de la peinture et avait réévalué aussi le propos, l'intervention du geste de l'artiste en étant extrêmement limité. Donc, ce n'était pas choisir une matière, concevoir une forme avec une maîtrise technique, c'était finalement une intervention très, très restreinte, avec un point de vue, un regard différent sur l'objet et une possibilité qui était offerte à celui qui rencontrait le travail d'y reconnaître, oui ou non, une perception, une conception artistique. Donc, le fameux ready-made de Marcel Duchamp avait été présenté dans les musées et avait sollicité réaction à ce niveau-là. Donc, Bertrand Lavier, quand il fait cette proposition, il l'élabore en sachant, évidemment, la démarche mise en œuvre par Marcel Duchamp. Donc, il détourne un objet, il intervient avec une couche de matière picturale qui fait office de signature, parce que c'est vraiment cette touche de matière qui va devenir caractéristique de Lavier. Donc, il n'a pas besoin d'écrire Bertrand Lavier sur l'objet. Le rehaut avec cette couche d'acrylique devient la signature de Bertrand Lavier. Peut-être vous préciser, Bertrand Lavier n'avait pas l'intention de déployer une démarche artistique en soi qui ferait l'objet d'expositions, donc de présentations publiques. Lavier est quelqu'un qui fonctionne plutôt comme un historien de l'art, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'évolution des pensées, à la question de la forme, à la question du matériau, de la présentation de l'objet dans le cours de l'histoire de l'art. Et il s'est essayé à déposer une couche de matière, donc le geste du peintre, sur un objet, l'objet tridimensionnel parlant de la démarche culturelle. Et il se fait que certaines des personnes qu'il a croisées à ce moment-là ont vu son travail et lui ont proposé d'exposer. Et en exposant, de fil en aiguille, si vous voulez, sa démarche a commencé à intéresser et Bertrand Lavier a développé à plusieurs reprises cette idée de placer sa couche de peinture sur une réalité tridimensionnelle et c'est devenu véritablement une signature à part entière. Alors voilà, on nous dit, il prend d'abord la parole, il y a chez moi un côté promeneur, arpenteur, et tout ce que je regarde est aussitôt passé au filtre de ma réflexion du moment. Les choses sont comme décodées, analysées. C'est toujours mon chantier le plus actif du moment, le plus brûlant, qui me fait regarder la réalité de telle ou telle façon. Les œuvres naissent ainsi. Donc, si vous voulez, son travail part de l'observation du réel, de ce qui se trouve dans son environnement immédiat. À partir de cet élément, il développe une réflexion et évidemment, sa démarche créative se déduit, provient de cette réflexion par rapport à ce qu'il rencontre. Les objets sont-ils peints ou recouverts de peinture? Représentés ou présentés
sous de la peinture. Alors, ça a l'air assez quelconque, si vous voulez, cette formulation, mais elle s'attache à des mots qui parlent vraiment de nuances. Est-ce que simplement on a peint les objets? Où sont-ils recouverts de la peinture? Donc, s'ils sont peints, bon, on a besoin de déposer simplement un peu de matière pour leur donner de la couleur, peut-être pour un aspect utilitaire, peut-être pour un aspect décoratif. Mais maintenant, s'ils sont recouverts de peinture, c'est un autre propos. Recouvrir de peinture, donc c'est l'intention d'un peintre. Sont-ils représentés ou présentés sous de la peinture? Donc l'idée de la représentation qui développe une notion très ancienne dans l'image, je représente quelque chose, je restitue fidèlement l'image d'un élément au point de pouvoir l'identifier, ou l'objet lui-même se présente-t-il sous une couche de peinture? Donc je pense que vous pouvez percevoir à travers cette dénomination des petites nuances qui se déploient dans la formulation, mais qui correspondent aussi à la réflexion que nous pouvons nous poser nous-mêmes en étant devant cet objet. Donc le geste de peinture a conservé toute son authenticité. Lavier serait plutôt un peintre classique. La déconstruction n'a pas pour vecteur le geste proprement dit, mais l'articulation entre ce geste, ce sur quoi il s'applique, et la demande ou réponse qui est faite à ce sujet. Faites-vous vraiment de la peinture? Donc Bertrand Lavier, il a questionné, parce qu'on ne savait pas exactement dans quelle catégorie le placer, si jamais on devait encore fonctionner avec des catégories. Est-ce qu'il agit en tant que peintre? Est-ce qu'il agit en tant que sculpteur? Sa volonté est de montrer que dans la pratique actuelle, il n'est plus nécessaire de se rassurer en voulant à tout prix faire appartenir une démarche artistique, soit à la dimension de la peinture ou à la dimension de la sculpture. L'un et l'autre peuvent se retrouver mêlés. C'est déjà ce que nous avions pu voir dans les deux œuvres la semaine dernière. Alors, pour vous présenter un autre travail qui est vraiment déployé dans la même période, je vous reglisse Cycli NC2 sur la partie droite de l'image et je vous montre un travail qu'il appelle assemblage, superposition d'un réfrigérateur sur un coffre-fort peint en jaune. Donc pour Cycli NC2, je vous disais, l'extincteur est placé sur un socle blanc. Et ici, vous avez un dispositif sculptural, deux volumes, presque identiques. L'un est blanc, le réfrigérateur, qui est placé sur le coffre-fort, donc qui dit peint en jaune, qui présente une partie colorée. Et on se retrouve dans une situation très similaire. Donc, un élément placé sur un autre élément, l'un donc servant de base pour l'autre. Donc c'est toute la réinterprétation de la place du socle en peinture. Là pour Cycli NC2, c'était simplement un socle grâce auquel l'objet se présentait. Il n'était pas représenté, il se présentait. Et dans le cas d'assemblage, superposition d'un réfrigérateur sur un coffre-fort, le coffre-fort joue un peu le rôle du socle présentant le réfrigérateur. Donc j'imagine que vous voyez qu'il y a des similitudes, d'une part, entre les deux objets, et une relation qui peut s'établir entre l'objet et l'autre objet. Ces deux éléments qui peuvent contenir, l'un peut contenir peut-être des choses rares ou plus précieuses, avec une certaine valeur, tandis que le réfrigérateur qui est au-dessus va permettre peut-être davantage de placer ce qui est alimentaire. Mais le coffre-fort sera nécessaire pour remplir le réfrigérateur. Donc Bertrand Lavier déploie une relation de lien, de dépendance, au-delà de la lecture analogique qu'on peut construire entre les deux éléments. Alors par rapport à un petit texte que j'ai sous les yeux, je vais vous lire une réflexion de Lavier liée à ce travail, donc assemblage,
superposition d'un réfrigérateur sur un coffre-fort. Le ready-made de Marcel Duchamp, dit-il, a toute sa valeur au musée. Il n'est pas entre deux endroits. Tandis que l'identité du frigidaire peint, ou du piano peint, ou du frigidaire sur le coffre-fort, est à égale distance du musée et du supermarché, ou de la cuisine et de la galerie d'art. Cela marche dans les deux situations à la fois, ce qui n'est pas le cas d'un ready-made de Marcel Duchamp une fois sorti de son contexte muséal. Ainsi s'opère donc une espèce de balancement, de flottement entre ces deux pôles. On lui demande quelle est la genèse de votre superposition d'objets, de ces rencontres d'objets, telles celles du frigidaire et du coffre-fort, qui est devenue une des figures emblématiques de cette approche. Lavie répond, la base de ce travail est très visuelle. Le coffre-fort est apparu le premier, ayant à mes yeux la configuration d'un socle, la plus immédiate. Les coffres-forts du début du siècle jusqu'aux années 50 étaient véritablement dessinés comme des socles. J'ai entamé ce que l'on pourrait donc appeler une typologie de la sculpture, c'est-à-dire du motif sur un socle. Et il en existe une variété infinie. Ensuite, s'associe la symbolique des objets. Ici, en fait, ce sont presque deux coffres-forts, l'un pour la nourriture et l'autre pour l'argent. Ce qui est quasiment le champ caractéristique de l'art, en tout cas de l'art moderne, mais en contradiction avec le grand écart logique que cherchaient les surréalistes, pour lesquels plus l'écart était incongru, plus il était satisfaisant. De toute manière, dès que l'on met deux choses l'une sur l'autre, des rapports vont s'installer, s'inventer, se décrypter. Donc, voilà un choix de la part de Lavie qu'il explique par rapport à la manière ici qui n'est pas de présenter quelque chose de surréaliste, je veux dire de cocasse, d'étrange, mais en même temps de se référer au fonctionnement du monde de l'art. La valeur de son travail peut s'estimer, il peut y avoir, je dirais, une surenchère, il peut y avoir cette idée de la notion même du coût et du marché de l'art qui est évoquée par la présentation du coffre-fort et par le détournement d'un objet donc de la vie de tous les jours qui devient significatif d'un propos artistique. Mais il dit aussi cette relation entre représenter et se présenter. Le rapport entre présentation et représentation. Donc ici, l'objet se présente en incluant lui-même, donc dans sa composition, son propre socle. Et il se livre, il se donne pour ce qu'il est, sans que vous n'ayez donc un besoin d'une valeur significative particulière. Donc ce travail de la part de Lavie est là pour bousculer les limites des catégories anciennes, et là aussi pour faire réfléchir sur ce qu'on est prêt à reconnaître comme étant artistique ou pas. Est-ce qu'on sait s'échapper d'une référence au pictural ou au sculptural? De toute façon, dit-il, si l'on ne fait pas de peinture, il est très difficile de ne pas faire de sculpture en cette fin de siècle, et vice-versa. Nous sommes donc dans une période extrêmement créatrice, loin du creux de la vague que d'aucuns diagnostiquent. Donc là, vous avez, de la part de Lavie, une volonté donc de réfléchir sur les voies nouvelles que prennent les différentes expériences artistiques sur une forme de regard critique à l'égard de la proposition de l'artiste, de l'acceptation du galériste ou de celui qui vient découvrir le travail, et de ce jeu donc de nuances sur, on en a peut-être fini de l'idée de créer des œuvres qui sont d'une représentation de quelque chose du réel, d'une partie du réel. On va travailler directement la question de comment l'élément se présente-t-il, quelle valeur lui accorde-t-il, à partir de quand est-on face à une proposition artistique ou pas. Donc, il s'intéresse à l'objet, mais il dénonce en quelque sorte le culte de l'objet et du ready-made qui serait utilisé
de façon récurrente, répétée simplement du propos de Marcel Duchamp qui perdrait donc de sa valeur. Le paradoxe de ces objets repris au monde ordinaire est qu'ils perdent leur fonctionnalité en intégrant le monde de l'art. Comme chez Bertrand Lavier, l'empilement de ce réfrigérateur de marque Brandt posé sur un coffre-fort de marque Hafner en 1984. Donc on a littéralement là deux éléments bien caractéristiques d'une époque dans la production industrielle. Mais parce qu'il appartient à l'art d'être inutile, ou du moins dégagé de toute fonction matérielle, l'inutilité de l'art ne pouvait qu'être transgressée par les artistes contemporains. Donc l'inutilité de l'art ne pouvait qu'être dépassée par les artistes contemporains. Dès lors qu'il est admis que des objets utilitaires peuvent être défonctionnalisés en étant intégrés à la création artistique. Lorsqu'on lui demande ce qui différencie le ready-made de l'objet trouvé, Lavier répond « La différence est dans l'intention », c'est-à-dire l'intention de créer quelque chose de nouveau, bien que ne différant qu'à peine par un socle de ce qui existait avant l'intervention de l'artiste. Donc l'attitude créative se manifeste d'une manière tout autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise technique, il n'y a pas d'usage d'outils pour intervenir dans un matériau et créer une forme, c'est surtout l'intention avec laquelle on livre la perception de quelque chose, l'intention avec laquelle un objet de la vie de tous les jours est soumis à l'approche, au regard d'autrui. Je vous répète, en jouant avec les limites et les catégories. Donc voilà une attitude qui définit cette position néo-pop de Bertrand Lavier. Donc on trouve une série de textes, d'interviews à son sujet. Donc ce que je vous relate en expliquant ou en m'inspirant ici d'extraits de phrases correspondent exactement à des moments qui ont été racontés, exprimés par Lavier lui-même. On n'est pas là dans une interprétation. Au cours du XXe siècle, la priorité est passée de l'œuvre à l'acte et de l'acte à l'artiste. Le jugement esthétique se trouve alors indexé aux qualités personnelles de l'artiste, lesquelles ne relèvent plus seulement des compétences techniques, la maîtrise de son art, mais bien de propriétés morales. Quelles sont ces qualités morales qui commandent le sentiment d'authenticité chez un artiste et par là même la pertinence d'un jugement esthétique appliqué à ses œuvres? L'authenticité en art exige le sérieux, la sincérité, le désintéressement, l'intériorité, l'inspiration et l'originalité. Autrement dit, tout ce qui garantit la transparence entre l'intention, j'aurais pu souligner ce terme, du créateur et l'extériorisation de cette intention dans l'œuvre. Donc, le propos de l'artiste est lié à une intention bien définie, clairement formulée, où l'ensemble des moyens qu'il utilise est au service de cette intention, en étant plus dans la réalité, si vous voulez, d'une réflexion que véritablement d'une maîtrise d'un savoir-faire. Le problème est que la différence n'est jamais claire pour le public non initié. Est-ce du sérieux ou de la farce? L'œuvre proposée peut apparaître comme pas sérieuse, mais le propos qu'elle sert ne l'est-il pas, dans la mesure où il s'agit de dénoncer par là les fausses valeurs du monde de l'art. Donc je vous disais, l'attitude de Lavier est une attitude réflexive, critique, qui se fait par rapport à toutes les dérives possibles de ceux qui pastichent en quelque sorte Marcel Duchamp dans les années qui suivent, et où donc il pose justement un regard par rapport à l'originalité d'une démarche, d'une intention définie, formulée dans toutes ses composantes, là où, en se documentant, on peut bien découvrir qu'il y a toute une réflexion déployée par Lavier, alors qu'au premier abord, on ne sait peut-être pas exactement saisir le contenu de son propos si on est dans un point de vue d'inacceptation ou de fermeture immédiate en disant « mais
c'est un fumiste, il se moque de nous. Donc, la valeur du propos ne tient pas dans la nature même de l'objet, de la matière ou du geste, mais dans la réflexion et l'intention. Donc, il y a une dénonciation de la part de la vie. Et voilà encore une petite réflexion d'un ouvrage de Nathalie Henning, transgressant la traditionnelle séparation de l'art à l'égard du quotidien, du trivial, du fonctionnel. Tous ces passages de frontières entre le monde de l'art et le monde ordinaire, qu'occupent les tendances néo-dadaïstes de l'art contemporain depuis plus d'une génération, n'ont pas pour effet, contrairement à l'interprétation qu'en font parfois les profanes, de décréter la beauté de ces objets, on n'est plus à ce niveau-là, leur égale dignité esthétique avec des œuvres d'art, auquel cas il suffirait de les exposer tels quels dans un musée des arts décoratifs, au lieu qu'ils sont remaniés, signés par l'artiste, à destination d'une collection ou d'une manifestation artistique. Ces transgressions, donc ces dépassements, n'affirment pas la puissance de ces objets en décrétant qu'ils sont beaux, elles affirment la puissance de l'art en montrant qu'il peut intégrer même ce qui lui est le plus étranger. Donc la notion de l'esthétique, de la réflexion esthétique sur le propos artistique, est bien détachée d'une référence à une certaine dimension du beau. Ça appartient, si vous voulez, au passé. Le fait que cet objet quelconque a pénétré dans le monde de l'art, il est détourné et rentre dans le monde de l'art, c'est donc la possibilité d'affirmer la puissance particulière, la transformation que propose l'art, en montrant que l'art donc peut intégrer ce qui lui est le plus étranger, donc ce qui lui semblerait totalement opposé, ça peut se retrouver dans la proposition artistique et être soumise à la réflexion. Alors, je propose de prendre la démarche d'un autre représentant du néopop, le travail de l'anglais Tony Cragg. On reste dans la perception donc tridimensionnelle. Peut-être vous préciser, Tony Cragg est un chimiste qui va poser un regard sur le monde en s'interrogeant sur la relation entre ce qui est organique et inorganique. La relation qui existe entre ce qui est naturel et artificiel. Donc, ce qui l'intéresse, c'est le matériau, les différents types de matières et la manière dont on peut mettre en situation, mettre en espace ces matériaux. Donc, si vous voulez, il y a une manière de venir disposer les choses. Je pense que vous voyez, donc nous considérons un travail de grande dimension, 3,30 m sur 2,35 m, placé à l'horizontale, à même le sol, ce qui pourra en même temps, si nous envisageons juste une relation d'auteur et de largeur, se dire, ben, quelque part, on est aussi devant une démarche picturale. Hein. Je reprends, Lavier disait, si on n'est pas du côté de la peinture, on est du côté de la sculpture, on peut mêler, si vous voulez, faire coïncider des propos picturaux et des propos sculpturaux dans la même création. Donc ici, peut-être que d'emblée, vous dites par rapport aux critères vus, j'ai une hauteur, j'ai une largeur, j'ai une quantité importante de matière, mais répartie de façon à s'articuler dans une progression colorée. Soit si on commence par ce qui est au bord de l'image, vous avez les rouges qui glissent vers les orangés, qui passent au jaune, quelques présences d'éléments verts qui glissent vers les bleus et qui devraient en quelque sorte se terminer vers un bleu plus violacé. Donc en fait, il y a une progression. Il y a une progression chromatique qui se construit. Cette progression chromatique est traduite par la réalité d'objets que Tony Cragg ramasse. Donc c'est de nouveau une sorte de travail basé sur un art du recyclage. Et ces objets, il explique
ces objets proviennent des plages. Donc, Tony Cragg se promène le long des plages. Il récupère les objets, c'est-à-dire les déchets de notre société de consommation. Il les trie, il les regroupe par couleur, et puis il vient les disposer. C'est-à-dire qu'aucun de ces objets n'est recouvert de matière colorée. C'est la matière de l'objet lui-même, que vous pouvez voir pour certains d'entre eux entiers, complets. Donc, vous voyez peut-être une pelle, il y a un peigne. On peut découvrir à d'autres endroits des fragments. Donc, il y a un briquet qui est complet aussi. Enfin, voilà, on peut cheminer et découvrir des choses complètes, mais à d'autres endroits, ce sont des morceaux. Et le matériau principal qui se trouve en grand nombre sur les plages et que Tony Cragg va collecter, c'est le plastique. Donc, Tony Cragg dit lui-même, pardon, je vais vous lire son petit propos. Tout est beau sur une plage, les pierres, la nature, le plastique. La pierre est une sorte de mémoire de l'humanité. Elle est un rappel à nos ancêtres. Le plastique, quel matériau fantastique, quelles couleurs extraordinaires. Le plastique est une matière fabriquée par l'homme. Je ne méprise aucun matériau. Je les utilise tous à la condition d'avoir été utilisés par l'homme. Voilà pourquoi je m'intéresse surtout à l'attitude critique par rapport à ce que l'homme fait et essentiellement par rapport à l'objet. Donc vous avez une sorte de dépôt qui pourrait apparaître comme un chaos organisé qui fonctionne avec la réalité tridimensionnelle des objets, formant donc un agencement dans cette progression de couleurs. Ce qui vient correspondre exactement au titre qu'il a donné à ce travail. Ce sont donc les nouvelles pierres. Comme il disait, le plastique, c'est ce qui remplace, si vous voulez, la pierre, la mémoire de l'humanité. Donc, ces nouvelles pierres et un jeu de mots en anglais, les tons de Newton. Newton étant donc un scientifique qui a perçu les différentes couleurs qui forment le caractère blanc de la lumière. Donc en fait, vous avez une articulation des objets se déployant pour offrir le spectre. Donc ce que notre œil peut percevoir quand vous voyez le principe de l'arc-en-ciel. Donc les glissements depuis le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet qui sont répartis de cette manière-là. Il a fait plusieurs travaux avec cette idée. Voilà ici Spectrum, hein, le spectre coloré pour la lumière blanche. Et là, vous avez un dépôt beaucoup plus épais de ces matériaux qui sont trouvés de la même façon, ramassés, donc fragments de plastique trouvés. Là, vous avez 30 cm d'épaisseur, déposés les uns sur les autres dans cette fidélité de la progression de la couleur, formant, vous voyez, une forme géométrique simple, un rectangle. Donc, ce qui intéresse aussi Tony Cragg, c'est que cette quantité de matière plastique est une sorte de commentaire pour lui, commentaire sur la destruction de la nature par la culture. Donc le plastique est produit par l'homme, est consommé, est abandonné, est oublié. Comment comprendre cette relation entre ce dépôt de matière inventée et produite par l'homme qui appartient à la culture industrielle, et la nature dans laquelle il réceptionne ces éléments, donc dans lequel il procède à cette recherche, si vous voulez, en se baladant. Donc c'est une façon pour lui de critiquer la composante très matérialiste de notre monde et de traiter les déchets comme s'il s'agissait en quelque sorte de vestiges archéologiques. Dieu sait dans, je sais pas, 50, 100 ans, quand on redécouvrira le travail de Tony Cragg, la jeune génération de ce moment-là, quel regard posera-t-elle par rapport à cet usage? Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les œuvres citées de Bertrand Lavier, au niveau de l'approche culturelle, on était toujours bien dans une lecture verticale, l'extincteur posé sur le socle, le réfrigérateur placé sur le coffre-fort. Or ici, c'est aussi une manière d'interroger la sculpture plutôt par rapport à sa position
horizontale. Les éléments sont directement placés sur le sol. Et pour établir, je veux dire, une relation entre deux personnes, où il y a en même temps une approche similaire au niveau de la couleur, mais des agissements différents qui font qu'ils n'appartiennent pas du tout au même groupe d'artistes. Donc je mets ici devant vous deux travaux d'Andy Goldsworthy, également un artiste anglais, donc contemporain de Tony Cragg, très attaché aussi à l'observation des éléments extérieurs, mais n'agissant qu'avec la réalité de la nature. Tony Cragg collecte les matériaux, les formes, les éléments abandonnés par l'homme. Andy Goldsworthy va à tel ou tel endroit observer la particularité des formes, des matériaux, des couleurs laissées par la nature. Donc, il n'amène jamais rien avec lui d'extérieur à l'endroit. Et ce que vous pouvez voir, donc, il va construire, il va élaborer ici une relation. Donc, en prenant, vous le voyez, des feuilles qui sont en fait les feuilles, on a une feuille de marronnier que l'on voit sur la partie gauche de l'image. Il va déployer, donc il va créer un chemin. C'est un peu une forme assez caractéristique de son travail, à travers lequel, une forme serpentine, il évoque le flux, il évoque le mouvement, le passage des choses, un peu aussi quand on a, au moment des marées, le retrait de la mer, donc l'endroit où l'eau se retire crée ces espèces de petites vaguelettes, éléments de sinuosité. Ici, on est dans la forêt, et vous voyez qu'il va débuter en posant des feuilles vertes. Et puis, comme on est au moment de l'automne, certaines de ces feuilles sont déjà beaucoup plus avancées et ont moins de présence de vert et commencent à avoir du jaune, jusqu'à terminer par la feuille jaune, tout à fait en haut de l'image. Et sur ces feuilles vertes, il vient déposer des petits morceaux, à l'inverse, jaunes, donc là où il n'y a plus du tout de chlorophylle, et il termine avec cette forme serpentante, avec le vert placé sur la feuille jaune. Donc il n'y a pas de colle, il n'y a pas de clou, il n'y a aucun moyen de venir fixer, ce qui veut dire que ce travail va rester un certain temps, 5 minutes, 3 heures, 4 jours, ça dépend des conditions climatiques. L'éphémérité, donc, est essentielle. La compréhension du passage du temps, de la dimension cyclique de la vie, qui se suffisent simplement en les agençant pour montrer des caractéristiques que certains reconnaîtront comme étant philosophiques et poétiques en même temps. Ça traite d'une matière, ça traite d'une couleur, ça traite d'une forme, c'est mis en espace, ça utilise en même temps l'horizontalité de l'espace. Et Andy Goldsworthy donc travaille directement dans le paysage, donc il appartient à ce qu'on appelle plutôt le land art. Il n'est pas du tout dans le néo-pop comme Tony Cragg. Et à côté, vous avez un autre principe, une forme circulaire, un peu comme on peut le découvrir dans les constructions de terriers d'animaux. Donc ce sont souvent des formes avec un diamètre assez grand. Andy Goldsworthy va se placer à l'intérieur, donc dans le trou noir, et à partir de là, déposer une série également de feuilles collectées, agencées, avec un regroupement par couleur, proposant une progression également de matière et de fait de lumière, depuis le cœur totalement noir, la présence de la lumière avec les feuilles jaunes, et cette luminosité qui se modifie jusqu'en périphérie, rejoindre pratiquement la couleur du sol. Donc, attitude d'un autre type, pourtant attentif à la nature, récolté à l'extérieur, mais ne parlant pas du tout de la même manière de la relation au monde. Donc, on peut trouver des composantes similaires, mais avec des intentions d'un autre ordre. Je reviens à Tony Cragg, voilà, pour vous présenter, après les plastiques, l'usage d'une autre matière, qui est de l'acier moulé. Vous voyez, de grand format, travaux présentés en nombre, donc plusieurs pièces forment une sculpture installée, vous voyez, directement à l'extérieur, interagissant avec l'environnement. Vous avez une série de verticales, de motifs répétés, là où vous sentez des formes
qui sont beaucoup plus arrondis et qui pourraient faire penser à des éléments soit plus scientifiques, hein, des éprouvettes, soit des éléments plus fossiles, avec la patine qui s'y trouve. Donc, Tony Cragg s'interroge sur l'objet en le plaçant dans un certain environnement. Il l'intègre, il le dispose dans un certain environnement, et par ce biais-là, il suggère que ces objets pourraient être comme des fossiles d'une ère technologique. Alors, ces éléments, ils peuvent nous faire penser à, je vous dis, à des flacons, à des éprouvettes, à des éléments fossiles. Il y a aussi des sortes de petites déesses de fertilité ou à des symboles phalliques. Donc, plusieurs lectures, objets détournés qui manifestent une proposition du monde industriel ou technologique, mais qui sont montrés en étant détachés comme avec un écart de cet univers-là pour les lire d'une toute autre manière. Donc c'est toujours une représentation dans son travail qui témoigne d'un écoulement du temps, possibilité de lire différemment les matières et les formes en fonction donc de l'angle sous lequel on considère la chose, comme une référence à une pratique ou au contraire à un dispositif qui est purement artistique. Je vous montre encore voilà, un travail de Tony Cragg qu'il appelle Gastéropode, un travail réalisé en fonte. Ce sont donc des pièces qui sont placées directement à l'extérieur et qui appartiennent, vous voyez, la collection FRAC Champagne-Ardenne. Donc FRAC signifie Fonds régional d'art contemporain en Champagne-Ardenne. Donc ça peut être également des présentations qui se font dans des lieux, anciennement des lieux de culte, qui sont désaffectés et qui deviennent des espaces d'exposition. Alors on se retrouve face à quoi? Vous avez peut-être des impressions, des sensations qui se dégagent de ce type de sculpture. Vous y retrouvez entre l'objet, je dirais l'animal, l'espèce de carapace, quelque chose qui suggère un objet un peu insolite ou une sorte de vestige, élément qui peut paraître partiel. Donc, la fonte est un matériau dur, immuable, rien ne va se passer, si ce n'est peut-être au fur et à mesure un peu de dépôt de matière, donc voilà des excréments, par exemple, d'oiseaux qui vont se poser dessus. Et en même temps, on pourrait avoir la sensation qu'on a un caractère visqueux, un caractère malléable, transformable. Donc on a des sensations qui peuvent être diamétralement opposées par rapport à la nature de la matière choisie. Donc cette idée de mettre en œuvre des formes qui peuvent convoquer le monde naturel et en même temps nous livrer à une perception d'éléments fossilisés, une espèce de hors du temps qui se manifeste là et que nous pourrions rencontrer par une déambulation comme tout à fait incongru, étonnant dans un monde naturel. Donc voilà encore une possibilité pour Tony Cragg de venir interroger la relation entre l'artificialité, le caractère naturel ou l'élément qui est immobile, fixe, fruit d'une production industrielle et l'aspect vivant, naturel d'un autre côté. Donc cette sorte de mise en dialogue et en même temps qui pose l'écart entre les éléments que nous pouvons lire de manière multiple.